Bonjour à tous, alors dans cette vidéo, on va s'intéresser aux 6 catégories d'actions dans lesquelles Peter Lynch aime investir et on va regarder tout ça en détail. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Peter Lynch a géré le fonds Magellan de 1977 à 1990, générant au passage un rendement annuel tout à fait exceptionnel de 29,3%. Peter Lynch est également l'auteur du best-seller One Up on Wall Street. Je vous mettrai un lien vers la vidéo que j'ai réalisée sur le sujet si vous souhaitez en apprendre davantage sur son approche. Alors, comme d'habitude, point important, les informations présentées dans cette vidéo ne constituent aucunement des conseils en investissement, celles-ci ont un but purement éducatif. Donc ce qu'on va faire pour commencer, c'est qu'on va se concentrer sur le rendement du fonds de Peter Lynch, à savoir le fonds Magellan, entre 1977 et 1990. Donc vous avez à l'écran le rendement du fonds Magellan de Peter Lynch en rose fuchsia, et puis vous avez en dessous le rendement du S&P 500 sur la même période, donc entre 1977 et 1990. Alors ce qu'on peut voir sur le graphique et qui saute aux yeux dans un premier temps, c'est la performance exceptionnelle du fonds de Peter Lynch, puisqu'on est sur un rendement 3 fois supérieur à celui du S&P 500. C'est ce qu'on peut voir ici à l'image. Ce qui veut dire que Peter Lynch a généré un rendement annuel d'environ 29,3%, ce qui veut dire 29,3% par an en moyenne chaque année pendant 13 ans, alors que le S&P 500 a généré, lui, un rendement tout à fait satisfaisant par ailleurs d'environ 10% par an pendant 13 ans sur la période 1977-1990. Et donc ce qu'on peut voir à l'écran au travers de ce rendement, c'est que la stratégie, l'approche de Peter Lynch a généré un rendement bien supérieur à celui du S&P 500 sur la même période. Et donc on a ici un gestionnaire actif avec une approche très particulière qui a surperformé le marché lui-même qui a fourni un rendement tout à fait satisfaisant sur cette période. Donc au final, Peter Lynch se retrouve avec des rendements fantastiques pendant 13 ans, et ce qu'on peut voir surtout, c'est que son portefeuille performe extrêmement bien dans les phases de bull market. C'est ce qu'on peut voir par exemple ici, ici, ici et ici, donc très très belle performance lors des phases de bull market, mais aussi des drawdowns relativement importants en phase de bear market. C'est ce qu'on peut voir ici, c'est-à-dire que le fonds Magellan se rapproche assez fortement de la performance du S&P 500 qui ne bouge pas vraiment ici. C'est la même chose ici, encore la même chose ici et encore la même chose ici. Ce qui veut dire que l'approche de Peter Lynch est relativement sensible. Elle fonctionne extrêmement bien en période de bull market, elle fonctionne un peu moins bien en période de bear market. Voilà, ceci étant dit, ce qu'on peut rappeler également, c'est que Peter Lynch insistait sur le fait que les marchés sont haussiers 70% du temps, et donc il est primordial d'avoir un point de vue plutôt optimiste lorsqu'on investit en bourse et surtout lorsqu'on investit en bourse à long terme. Alors bien entendu, l'objectif pour un investisseur qui souhaiterait utiliser ce genre d'approche n'est pas forcément de faire du 29% par an. L'idée est tout simplement d'essayer de battre le marché sur longue période avec cette approche. Alors Peter Lynch classe les actions en 6 catégories et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Premièrement, on va retrouver les entreprises à forte croissance que Peter Lynch appelle les fast growers. Deuxièmement, on va retrouver les entreprises à moyenne croissance, ce que Peter Lynch appelle les stalwarts, donc les entreprises piliers. Et puis on va retrouver en troisième position les entreprises à faible croissance, ce que Peter Lynch appelle les slow growers. Pour ces 3 catégories d'entreprises, l'identification est basée essentiellement sur le taux de croissance annuel du résultat net de l'entreprise ou sur le taux de croissance annuel du BPA, c'est la même chose. On va retrouver ensuite les entreprises cycliques, que Peter Lynch appelle les cyclicals, puis les entreprises en redressement, j'en parlerai après, donc ce que Peter Lynch appelle les turnarounds, et puis on va retrouver enfin les entreprises que j'appelle moi deep value, qui sont des entreprises de type value à la Benjamin Graham, et que Peter Lynch a nommé les asset plays. Au final, le portefeuille de Peter Lynch est composé de ces 6 catégories d'actions et donc cette approche permet à Peter Lynch de trouver des opportunités à tout moment. Et c'est ça qui rend cette approche extrêmement intéressante, c'est-à-dire que dans tout type de marché, y compris en bull market, on va pouvoir trouver des opportunités. Alors le portefeuille de Peter Lynch est composé à 30-40% de fast growers, c'est ce qu'on va retrouver ici, donc des valeurs de croissance rentables de belle qualité. Et puis il va être composé à 10-20% de stalwarts, c'est ce qu'on va retrouver ici. Donc là encore, des valeurs de belle qualité
ayant une croissance relativement importante, mais un peu moins importante que pour les fast growers. Et puis on va retrouver ici 10 à 20% de valeurs cycliques, donc les cyclicals, qui sont des valeurs, comme l'indique leur nom, beaucoup plus cycliques, et donc des valeurs qui vont nécessiter un achat-revente assez régulier au cours du temps. On va retrouver également éventuellement des turnarounds, puisqu'on voit ici que Peter Lynch investissait le reste de son portefeuille soit dans les turnarounds, les asset plays et les slow growers. Et donc avec le reste de son portefeuille, il va acheter éventuellement des turnarounds, éventuellement des asset plays et éventuellement des slow growers qui sont des valeurs de rendement. C'est typiquement les valeurs de rendement qu'on va retrouver dans les portefeuilles d'investisseurs qui souhaitent avoir du rendement, donc des entreprises qui versent un gros dividende, ou en tout cas un bon dividende relativement pérenne au cours du temps. Et donc ce qu'on peut dire sur cette allocation, c'est que le portefeuille de Peter Lynch est essentiellement tiré vers le haut par les fast growers lors des périodes d'expansion économique et donc lors des bull markets. Et puis cette poche du portefeuille va permettre au portefeuille d'être stabilisé puisque ce sont généralement des entreprises de belle qualité, ayant une croissance un peu moins élevée, mais qui vont de manière générale très bien performer, notamment en bull market. En ce qui concerne les valeurs cycliques ici, Peter Lynch va essayer de les acheter en bas de cycle et de les revendre en haut de cycle. On en parlera juste après. Quant aux turnarounds, aux asset plays et aux slow growers, Peter Lynch va essayer de jouer ce type d'actions, ces catégories d'actions, lorsque des opportunités en marché haussier se font de plus en plus rares. Et donc il y a de temps en temps des choses à faire dans ces trois catégories. Alors, la poche principale du portefeuille de Peter Lynch est constituée essentiellement de fast growers, donc 30 à 40% du portefeuille de Peter Lynch. Ces entreprises sont généralement des small et mid cap en expansion, en tout cas telles que présentées par Peter Lynch. Alors de mon côté, je me pose la question suivante, quid des large et mega cap en expansion? C'est-à-dire qu'à l'époque de Peter Lynch, celui-ci visait plutôt des entreprises américaines qui allaient s'étendre à l'ensemble du marché américain. Il faut se rappeler qu'à l'époque, par exemple en 1990, on avait environ 250 millions d'habitants aux États-Unis. Or, aujourd'hui, ces mêmes entreprises ne s'arrêtent plus au marché américain, mais essayent de conquérir le monde. Et donc que ces entreprises ne s'adressent plus seulement à 250 millions de consommateurs éventuellement, mais plutôt à 8 milliards de consommateurs à travers le monde. Ce qui veut dire que le marché est potentiellement 32 fois plus grand aujourd'hui qu'il ne l'était en 1990, à l'époque de Peter Lynch. Ou en tout cas à l'époque où Peter Lynch a arrêté de gérer le fonds Magellan. Et donc à l'époque de Peter Lynch, l'expansion se faisait essentiellement au niveau du marché américain. Aujourd'hui, l'expansion se fait essentiellement au niveau du marché international, mondial. Et donc on a des marchés qui sont, en tout cas entre son époque et notre époque, qui sont bien différents. Et donc je pense qu'il est important de réfléchir au potentiel d'expansion des entreprises dans le monde d'aujourd'hui et non plus le potentiel d'expansion des entreprises dans le monde tel qu'il était à l'époque de Peter Lynch, ou en tout cas à l'époque où Peter Lynch était le gérant du fonds Magellan. Alors comme on l'a vu, les fast growers s'identifient sur base du taux de croissance du résultat annuel, mais également du taux de croissance du BPA, c'est quasiment la même chose, le BPA étant simplement impacté par les rachats d'actions éventuellement, mais on peut utiliser l'un à la place de l'autre, et donc ces entreprises vont avoir en général un taux de croissance des bénéfices de l'ordre de 20-25% par an en moyenne, et Peter Lynch nous indiquait qu'au-delà, on avait un certain danger, c'est-à-dire que sur longue période, ces entreprises ne sont pas forcément capables de tenir un taux de croissance des bénéfices supérieur à 20-25% par an sur longue ou très longue période. Et donc si tel est le cas, on a par exemple des entreprises avec des taux de croissance de 40-50% par an pendant 5-6 ans. Généralement, ce qui se passe derrière, c'est qu'on a un fort ralentissement de la croissance pendant 2, 3, 4, 5 ans, et ensuite l'entreprise rentre dans le rang avec un taux de croissance moyen sur 10 ans d'une vingtaine de pourcents par an. Alors ces entreprises sont des potentiels multibaggeurs, c'est-à-dire des entreprises qui vont rapporter 3, 4, 5, 10 fois la mise et plus. Et donc ces entreprises sont censées continuer à croître pendant éventuellement une décennie, généralement plutôt 2 à 3 décennies. Et donc ces entreprises sont des entreprises dont l'objectif est de les rentrer en portefeuille en mode buy and hold, c'est-à-dire de les conserver sur une période relativement longue. Ces entreprises ont généralement un bilan impeccable, ça veut dire très peu de dettes, en tout cas une dette nette sur capitaux propres très faible, et éventuellement une dette sur EBITDA, c'est pareil, relativement faible, inférieure à 3 en tous les cas, et puis éventuellement un interest coverage supérieur à 10. Généralement, le bilan de ces entreprises est irréprochable.
Ce sont également des entreprises à forte rentabilité, c'est-à-dire qui génèrent une marge brute potentiellement très élevée, une marge d'exploitation très élevée également et une marge nette supérieure à 10% en Europe et généralement supérieure à 20% aux États-Unis. Alors selon Peter Lynch, il est important de ne pas acheter ces actions à la fin de la phase de croissance quand la capitalisation boursière est devenue trop grande, c'est-à-dire lorsque ces small et mid caps deviennent des large et méga caps. Maintenant, je vous renvoie à ce que j'ai dit au début, c'est-à-dire que potentiellement le marché d'aujourd'hui n'est plus le même que le marché qu'a connu Peter Lynch, puisque le marché aujourd'hui est un marché mondial et non plus un marché qu'on pourrait appeler régional. Et j'indiquerai que ceci est potentiellement plus facile à dire qu'à faire, puisqu'il est souvent difficile d'identifier la fin de la phase de croissance d'une entreprise. Alors on va poursuivre avec la deuxième catégorie, les stalwarts, donc les valeurs piliers, des entreprises à moyenne croissance, à croissance moyenne. Ce sont généralement des large caps de très bonne qualité, mais là encore, je renvoie au point que j'ai mentionné juste avant, quid des méga caps de bonne qualité, ayant un potentiel de croissance encore relativement important. Je pense qu'une réflexion mérite d'être menée sur ce point. Alors ce sont des entreprises de type consommation de base, donc consumer staples, pas seulement, ce sont des entreprises qui ont un taux de croissance des bénéfices de l'ordre de 10 à 12% selon Peter Lynch en moyenne, donc par an, sur une période de 3 ans, 5 ans, 7 ans, etc. Donc encore une fois, l'identification de ces entreprises se fait au travers du taux de croissance du résultat net ou du BPA. Ce sont des entreprises qui représentent une bonne protection durant les cycles baissiers ou les récessions, c'est ce qu'on voit en ce moment, donc je tourne cette vidéo en 2023. On a une très bonne performance actuellement des entreprises de consommation de base du type consumer staples. Des entreprises comme PepsiCo, Coca-Cola préservent très très bien leur valeur actuellement en bourse. Alors l'objectif de Peter Lynch sur ce genre d'entreprise est d'acheter le titre lorsqu'il est exceptionnellement sous-valorisé et de revendre celui-ci lorsqu'il atteint sa valorisation habituelle. Et donc l'objectif avec ce type d'approche, c'est simplement de générer un gain en capital de 30 à 50% en faisant de l'achat-revente. Alors moi de mon côté, je pense que les phases d'expansion sont potentiellement beaucoup plus longues aujourd'hui, c'est-à-dire qu'une entreprise va pouvoir continuer à croître de l'ordre de 10 à 12% par an en moyenne sur très longue période, potentiellement sur plusieurs décennies. C'est ce qu'on a vu avec des entreprises comme L'Oréal par exemple. Et donc l'idée pour moi aujourd'hui, c'est plutôt de conserver également ces entreprises, de les mettre en portefeuille en mode buy and hold également, plutôt que d'essayer de faire des plus-values de 30 à 50% sur ces entreprises. Alors la troisième catégorie, ce sont les entreprises à faible croissance, les entreprises que Peter Lynch appelait les slow growers. Donc ces entreprises sont des large cap matures avec un gros focus sur le dividende. Et donc ce sont des entreprises de type service aux collectivités, donc utilities, mais pas seulement, des entreprises dont la croissance des bénéfices, donc le taux de croissance des bénéfices est un peu supérieur à celui du PIB, de l'ordre de 2 à 4% par an en moyenne. En se rappelant grosso modo que le PIB mondial croît de l'ordre de 3% par an en moyenne. Alors, ce sont des entreprises qui versent un dividende généreux et régulier avec un focus sur la qualité du dividende. Et donc, dans ce cas, il est primordial de regarder le payout ratio, donc le dividend payout ratio, éventuellement le cash dividend payout ratio, qui va se focaliser sur le free cash flow plutôt que sur le résultat net. Et donc, comme on l'a vu auparavant, cette catégorie n'était pas privilégiée par Peter Lynch, qui n'investissait probablement pas plus de 10% de son portefeuille dans cette catégorie. Alors on passe à une quatrième catégorie, les entreprises cycliques, que Peter Lynch appelait les cyclicals. Et donc ce sont des entreprises dont le chiffre d'affaires et les bénéfices varient entre expansion d'un côté et contraction de l'autre, c'est-à-dire qu'elles vont suivre le cycle économique, c'est-à-dire que quand l'économie va bien, ces entreprises performent très bien, et quand l'économie va mal, ces entreprises performent très mal. Donc ça va être des entreprises issues du secteur automobile et les équipementiers automobiles par exemple, ça va être les compagnies aériennes, ça va être des entreprises du secteur de la métallurgie, des entreprises du secteur de la chimie, des entreprises minières ou des aurifères par exemple. Et donc ces entreprises ont des cours de bourse extrêmement cycliques au cours du temps. Alors pour ces entreprises, Peter Lynch procède à des achats en bas de cycle, c'est-à-dire au sortir d'une récession, et même idéalement légèrement avant la fin de la récession, puisque les marchés ont tendance à se reprendre avant la fin d'une récession, et puis il vend ces entreprises en haut de cycle si possible, et si pas possible, plutôt en milieu de cycle.
c'est-à-dire après 3 ans de détention, 5 ans, 7 ans ou 10 ans de détention, puisque généralement, un cycle, par exemple les cycles de matières premières, ne durent généralement pas plus d'une dizaine d'années grand maximum. Et donc l'idée avec ces entreprises, c'est de les entrer en portefeuille, si possible, à proximité du bas de cycle, et donc éventuellement en achetant par palier en plusieurs fois, et puis de porter cette position, de porter cette ligne au cours du temps, pendant 3 ans, 5 ans, 7 ans ou 10 ans maximum, en essayant de revendre entre le milieu de cycle et le haut de cycle. Bien entendu, on ne sait jamais quand le haut de cycle est atteint, mais un élément intéressant pour savoir quand un haut de cycle est atteint, c'est de voir un petit peu l'évolution du chiffre d'affaires et surtout du résultat net. Lorsque le résultat net atteint des records historiquement, c'est que généralement on s'approche du haut de cycle. Donc ça, ce sont des éléments intéressants. On peut également se baser sur des éléments macroéconomiques éventuellement. À noter par ailleurs, et c'est un point très important, que les entreprises cycliques voient leur cours de bourse chuter brutalement lors des phases de contraction, c'est-à-dire lors des récessions, avec des chutes de cours de bourse très impressionnantes, de l'ordre de 50% ou plus. Et donc il est important de ne pas porter ces lignes, en tout cas ne pas porter ces positions à ce moment-là, mais plutôt d'acheter justement lorsque les cours de bourse sont contractés de 50% ou plus. Et sur certaines valeurs cycliques, les cours de bourse peuvent s'effondrer d'environ 90%. Il est bon d'en avoir conscience et c'est souvent à ce moment-là que ces valeurs sont intéressantes à entrer en portefeuille. Et donc bien évidemment, pour ces actions, le timing est primordial. Alors pour rappel ici, Peter Lynch aimait avoir 10 à 20% de valeurs cycliques en portefeuille. La 5e catégorie est composée des entreprises en redressement, ce que Peter Lynch appelle les turnarounds. Ce sont des entreprises proches de la faillite ou perçues comme telles, c'est-à-dire que le marché pense que ces entreprises vont faire faillite, on a des vendeurs à découvert qui vendent le cours de bourse, la chute est extrêmement rapide et ce qui se passe généralement, c'est que potentiellement, quand on regarde un petit peu les états financiers, qu'on regarde le compte de résultat, qu'on regarde le bilan, on se rend compte que l'entreprise n'est peut-être pas si proche de la faillite que ça, et c'est souvent là qu'il y a éventuellement quelque chose à faire. Donc pour ces entreprises, on observe une baisse du chiffre d'affaires, on observe des pertes, éventuellement des pertes très fortes, et puis une dette surtout très importante. Ce sont des entreprises potentiellement très capitalistiques. Ce sont soit des valeurs cycliques en chute libre, du type valeur du secteur automobile par exemple, et donc qui commencent à générer des milliards de pertes. Et en fait, c'est simplement dû au fait qu'elles sont en phase de contraction, mais que bien entendu, le cycle va repartir de l'avant et donc qu'à un moment, elles vont régénérer des bénéfices. Ou bien il peut s'agir d'entreprises qui ont trop diversifié leur activité en procédant à des fusions et acquisitions mal menées et donc à une diversification excessive qui, bien sûr, entraîne des pertes pour l'actionnaire et pour l'entreprise. Alors bien entendu, pour ces entreprises, il existe un risque très élevé que cette entreprise fasse faillite. En tout cas, c'est la perception qu'en a souvent le marché. Et donc c'est là qu'il est important de bien analyser les états financiers. Mais généralement, ce qui est intéressant, et c'est ce qu'aimait Peter Lynch, c'est que le rendement est potentiellement élevé avec ce type d'investissement. C'est-à-dire qu'on a éventuellement ici aussi des multibaggeurs. Et donc on peut faire 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois la mise sur ce type d'entreprise. Là encore, à condition d'avoir raison dans son analyse. Et donc, généralement, ce qui se passe dans ces entreprises, c'est qu'on a une chute du cours de bourse, on a une restructuration qui prend plusieurs trimestres, parfois plusieurs années, 1 an, 2 ans ou 3 ans, et puis l'entreprise se redresse, vend éventuellement les actifs qui la pénalisaient, et puis l'entreprise repart de l'avant et commence à nouveau à générer des bénéfices. Et là, généralement, ce qui se passe, c'est que le cours de bourse se reprend très fortement avec une très belle plus-value potentielle à la fin. Et pour rappel ici, Peter Lynch investissait les fonds de tiroir dans les turnarounds avec les slow growers et les asset plays. Et donc il est probable qu'il n'investissait pas et qu'il n'investit toujours pas aujourd'hui plus de 10% de son portefeuille dans ce type d'entreprise. Et donc, 6e et dernière catégorie, on va retrouver les entreprises que j'appelle moi deep value, ce que Peter Lynch appelait et appelle toujours les asset plays, et qui sont tout simplement des entreprises value au sens de Benjamin Graham. Ce sont des entreprises dont la valeur de l'actif net tangible est supérieure au prix de l'action. Ce sont les entreprises qu'on appelle parfois net-net. Ce sont par ailleurs des entreprises pour lesquelles la trésorerie nette, c'est-à-dire la trésorerie
moins les dettes à long terme, par exemple, sont supérieures à la capitalisation boursière. Alors je mentionne la trésorerie nette ici, mais on pourrait avoir d'autres actifs. Donc on a le cash, c'est la trésorerie nette, c'est pareil. On peut avoir d'autres actifs cachés, entre guillemets, du type immobilier, du type terre, du type brevet, ou alors d'autres actifs cachés. Et donc l'idée avec ces entreprises, c'est de regarder un petit peu, là encore, les états financiers en détail pour voir s'il n'y a pas de la valeur dans les actifs que possède l'entreprise. Donc l'idée est d'acheter 1 euro d'actifs pour 50 centimes et l'idée est donc d'aller à la chasse aux bonnes affaires. Alors moi personnellement, je préfère acheter des entreprises exceptionnelles à prix raisonnable, mais bien entendu, chacun fait comme il veut et donc il y a potentiellement de la valeur dans ces asset plays. Si vous vous sentez d'investir dans ce genre d'entreprise, bien entendu, autant en profiter si vous avez les compétences pour analyser les états financiers et avoir le temps de dénicher ce type d'entreprise. Alors, un problème avec ce type d'entreprise quand même, c'est qu'il existe un risque que l'entreprise brûle son cash par exemple, ou soit obligée de liquider ses actifs mal valorisés par le marché. Et donc dans ce cas, on pourrait avoir une baisse de la valeur des actifs en cas de perte récurrente par exemple. Et donc ça veut dire que la valeur qu'on peut trouver aujourd'hui n'existe pas forcément quelques années plus tard. Et ça, je pense qu'il est important d'en avoir conscience. Dernier point important, c'est que Benjamin Graham aimait investir dans ce type d'entreprise en ayant un portefeuille extrêmement diversifié, à savoir une centaine d'actions. Et donc je pense que lorsqu'on fait de l'asset play, il est important de ne pas investir sur une, deux ou trois actions seulement, mais avoir un portefeuille extrêmement diversifié de ce type d'actions. Alors je vais en profiter pour faire un petit peu de pub, c'est-à-dire que ceux qui connaissent, vous allez retrouver ce type de valeur dans la lettre Ledobas, c'est-à-dire des valeurs dont personne ne veut mais qui présentent potentiellement un intérêt intéressant. Donc pour ceux que ça intéresse, je vous recommande d'aller taper Ledobas dans Google et d'aller voir un petit peu ce que proposent ces investisseurs qui investissent dans ce type d'entreprise. Voilà, et puis pour rappel, c'est un peu comme les slow growers et les turnarounds. Peter Lynch n'investissait pas une grosse partie de son portefeuille dans cette catégorie d'entreprise puisqu'il n'investissait pas plus de 10% de son portefeuille dans ces entreprises. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, merci.